Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante dans cet ordre-ci. Thierry, Laetitia, Sébastien et Églantine, bonjour. Bonjour Bernard. Thierry Denis, les grosses racines de gingembre trônent sur les étalages de fruits et légumes, ce qui ravit le camarade Sébastien. Mais dans la nature, ça ressemble à quoi cette plante? Alors c'est une belle touffe de tiges feuillées d'1 mètre de haut. Les fleurs sont plutôt sympas, crème et jaune doux, avec un petit peu de rouge et de rose. C'est une plante des tropiques, c'est ça? Oui, alors sans doute indienne ou mélanésienne, on ne sait pas trop. En tout cas, les Indiens et les Chinois en écrivaient déjà le plus grand bien il y a 3000 ans. L'Inde, ce n'est pas la porte à côté quand même. C'est loin du Morvan. Certes, mais le commerce mondial, vous allez voir, ne date pas d'hier, et le gingembre faisait déjà ainsi la joie des cuisiniers romains. Évidemment, il y en avait chez Apicius, dont on parlait récemment. Oui, ce pape de la gastronomie latine en faisait grand cas. Voilà. Et après, Pline l'Ancien lui-même l'a étudié et apprécié. Et nos ancêtres aussi? Eh bien, beaucoup plus tôt qu'on le croit. La tante Lucienne. Du temps des Gaulois déjà, le gingembre arrive à Marseille. Il est vendu ensuite le long du Rhône, puis de la Saône jusqu'au port qui appartenait aux Éduins, la grande tribu du Morvan. En acheter et en retour, ils vont inonder Rome de leur salaison. Donc, au risque de vous surprendre, depuis plus de 2000 ans, la réputation du gingembre comme épice est déjà bien établie dans notre pays et chez nos voisins. Et de cela, vous êtes absolument certain. On en a 1000 preuves. Nos anciens souverains, Charlemagne en tête, sont accros à l'hypocrase. L'hypocrase, c'est un mélange de vin et de gingembre. Exact. Et mieux, au XIIe siècle, Sainte Hildegarde, une des premières féministes du Moyen-Âge et femme de science respectée dans toute la chrétienté, en écrit le plus grand bien. Je cite, « Celui qui est sec et déjà bien affaibli, qu'il en prenne à jeun dilué dans une soupe, il peut aussi en manger sur du pain et il ira mieux. » Ça, c'est pour moi. Je vais faire ça. C'était vraiment populaire? Alors, jusqu'au XVIe siècle au moins, oui. Au point d'être l'une des bases de la cuisine bourgeoise avec la moutarde. Mais ça n'aura qu'un temps, car en France, le goût change brutalement avec le siècle de Louis XIV. Voilà, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'aristocratie française dit adieu au fameux sucré-salé du Moyen-Âge. Et donc, au gingembre. Mais moi, alors là, je comprends pas. J'aime pas le sucré salé, mais j'adore le gingembre. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Mais non, mais Alors, ce gingembre restera quand même l'épice des pauvres jusqu'au 19e, grâce aux colporteurs qui le vendront dans les campagnes sous le nom d'épices blanches. Après cette période de gloire, les dernières, le gingembre sont dans un oubli complet. Oui, enfin, avant de redevenir aujourd'hui l'épice, ce condiment super à la mode. Thierry, ce gingembre, est-ce qu'on peut le cultiver en France? Alors, on peut très bien s'amuser à en faire pousser à la maison. Je vous en parlerai demain. Ah, ça y est, ils recommencent tous avec leur teasing. Ah, demain, vous aurez la suite, etc. Bon, quel est le conseil déco du jour, Laetitia Nallet? Un mur de poissons, c'est ça? Oui, c'est ça. On va mettre un aquarium chez soi. Oh, c'est bien. On va avoir des carpes, là, comme dans les restos chinois. Ça me bien, moi. Et pour les Chinois, les poissons signifient richesse et prospérité, surtout s'ils sont par paire. Alors, c'est important, vous voyez. Un aquarium chez vous va surtout vous apporter de la zénitude, parce que regardez les poissons, ça délasse, ça fait tomber le stress. Ce n'est pas une blague, il y a eu des études, c'est prouvé, si vous restez 20 minutes devant un aquarium, votre tension artérielle et vos battements cardiaques ralentissent. Excellent. Il m'en faut un tout de suite. Non, mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans les salles d'attente des dentistes. Oui, ça doit être pour ça. Alors, l'aquarium dont je vais vous parler n'est pas n'importe quel aquarium, vous vous en doutez. Ce sont des artisans passionnés d'aquariophilie qui proposent cet aquarium qui ne prend pas de place, car il est inséré dans le mur. La société s'appelle Ondeline. Ça fait un peu comme un tableau sur le mur, c'est ça? Voilà, mais c'est vraiment dans le mur, c'est-à-dire que l'aquarium va venir s'insérer dans l'épaisseur de la cloison. Et alors, si vous le faites dans un mur de séparation de pièces, c'est encore plus sympa. On le voit des deux côtés. Voilà, l'aquarium sera à la fois dans le salon et à la fois dans le couloir, on en profite 2 fois plus. Mais cela étant, c'est pas très large une épaisseur de cloison, ça fait combien? 10-15 cm? Les poissons, ils peuvent pas s'enfourner là-dedans. L'astuce, c'est de minimiser le biotope, c'est-à-dire mettre peu d'eau et surtout des poissons adaptés, comme les bêta splendes. C'est des poissons plats qui marchent. Voilà, c'est des poissons qui vivent dans des trous d'eau chaude en Asie. Ils existent en rouge et en bleu. Il a une queue extraordinaire. Alors, attention, je vous l'ai dit, ce sont des passionnés qui sont très vigilants au bien-être des poissons. Donc, les animaux sont acclimatés avant d'être installés chez vous. C'est un objet décoratif que vous pouvez adapter à votre intérieur. Harmoniser, par exemple, la couleur des poissons avec la couleur de vos murs. J'avais jamais pensé à ça. Si, bien sûr. Et puis, les éléments techniques au fond de l'aquarium, ils sont évidemment cachés par un décor artificiel, mousse, rochers, racines, pierres,
lumière corail. L'aquarium est éclairé par des LED qui renvoient comme ça un flou sur les objets de la maison. C'est top. Pardon d'être un peu terre à terre, quid du nettoyage? Oui, parce que moi, le dernier aquarium que j'ai eu, mon fils faisait rien, je passais ma vie Alors là, le problème, il est résolu avec la femme de ménage de l'aquarium. J'ai nommé l'Ancistrus de couleur gold, so chic. C'est un poisson... C'est un poisson ventouse. Voilà. Ah oui. Il se colle... Il fait les carreaux, Il se colle aux vitres et il mange les algues, hein, c'est bien. Pour la nourriture, il y a un distributeur automatique, comme ça on peut quand même partir en vacances. Et on adapte le biotope en fonction de l'eau de sa région, évidemment. Le tableau aquarium existe aussi à suspendre au plafond. Là, il est retenu par des filins d'acier. Au-dessus du lit pour se détendre avant de dormir. C'est pas mal. Mais franchement, moi, inséré dans la cloison du mur, c'est mon chouchou, c'est mon préféré. Ça rend bien. En plus, ça agrandit l'espace. Et ça vaut combien là Oh Bernard, toutes ces questions quand même. Le côté terre à terre. C'est à partir de 2000 €. Oui, mais écoutez, votre rythme cardiaque n'a pas de prix, Bernard. Non, mais je trouve que c'est raisonnable parce que c'est très chouette, ça. C'est très beau. Ça ne doit pas être facile à réaliser. Allez voir sur leur site, c'est ondeline.fr. Ondeline.fr. Et la suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante. Dans un instant, Sébastien a fait une chronique rien que pour moi. Un week-end pour Poirot. Sympa, hein. Comme c'est mignon, Poirot, c'est moi, bien sûr. Et tout chose sur les skis avec Églantine. Alors dites donc, on va acheter des skis d'occasion. Exactement. Ça me plaît beaucoup. À tout de suite. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante. Sébastien, je suis extrêmement touché ce matin, je dois le dire, puisque tout au long de ce week-end, vous allez cuisiner pour moi. Rien que pour moi, encore pour moi. C'est pas juste. Des poireaux. Attendez, tout le monde va y trouver son compte, là, calmez-vous. Commençons, les amis, logiquement, par le poireau. Oui. Le poireau qui vous vaut, Bernard, votre délicieux surnom ici à la rédaction de RTL. Poirette, c'est poireau. Alors moi, j'aime bien, comme tout le monde, et comme vous, certainement, Bernard, faire de bons gros poireaux vinaigrette tiède avec quelques petites noisettes, là, dont parlait Thierry tout récemment, torréfiées, concassées pour ce petit supplément de crunch dans l'assiette. Sébastien, moi je trouve quand même que les petits poireaux tout fins, moi aussi c'est ce que je préfère. Les petits poireaux de maraîcher. Alors ceux-là, Thierry, on peut les manger à peine cuits, presque al dente. Et c'est donc ce qu'on va faire ce matin. Une petite assiette, un rien crunchy, ou alors si vous voulez qu'on parle vraiment français, une assiette avec de la mâche et aussi de la rondeur et de la douceur, car le poireau et le poirette. Absolument. Voilà, de la douceur. Tiens, rappelez-nous comment on nettoie le poireau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler des blancs de poireaux, des petits blancs de poireaux, ok, en sifflet, comme on dit, c'est-à-dire en biseau, 1 cm, 1 cm et demi de largeur, et vous laissez de côté la plus grosse partie des tiges, le vert foncé, voilà. Et ensuite, vous mettez ça à la passoire, vous rincez à grande eau, et je vous garantis, il y a zéro terre. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir dans la longueur pour nettoyer? Non, zéro terre. Faites comme je viens de vous l'indiquer. Et après, on va se faire une bonne vieille soupe poireau pommes de terre. Non. Et je cuisine pour Bernard, pas pour vous. Hein. Alors cela dit, le potage parmentier, Thierry, vous avez 1000 fois raison, c'est sublimissime. Mais voilà, vous connaissez mon amour légendaire de la pasta. Et en 2 temps, 3 mouvements, on va confectionner pour Bernard un plat ultra simple, supra gourmand, supra équilibré, avec ce jambon italien que vous adorez, Bernard. Le speck. Bien, j'ai cru que vous alliez dire speck. Mais non, ça se dit bien speck. C'est délicieux ce petit goût fumé, Bernard. Ça peut rappeler, vous savez, du lard fumé. Oui. Mais j'insiste, c'est bien du jambon sec, d'accord? On le coupe très épais comme moi. Non. Tranche très fine, Thierry. 4 tranches très fines, avec un bon couteau aiguisé. Vous allez en faire comme ça des lamelles quasi translucides. Pourquoi? Elles vont fondre après à la chaleur. On prend des rigatoni, 400 grammes pour 4 personnes, c'est fastoche, c'est généreux. On fait revenir les poireaux à l'huile d'olive à feu doux, ça va à peine les flétrir. Puis, une belle dose de crème fermière épaisse. La crème, ça ne fait jamais de mal. La rondeur. On rectifie en sel, en poivre noir du moulin, une petite pincée de muscade, et vous récupérez simplement une louche de l'eau de cuisson de vos pâtes, Bernard. Vous détendez un peu votre crème, et au tout dernier moment, voilà, vos pastas à peine égouttées dans le sautoir. Vous mélangez vigoureusement les petites lamelles de speck. J'insiste, au tout dernier moment. Et ça, servi chaud bouillant avec du parmesan fraîchement râpé. Et faites attention, Bernard, je vois de la salive qui coule sur votre micro. Tel le vieux chien. Voilà. Ça y est, je bave. Il est content. Alors en plus, imaginez-vous ce qui est formidable avec le poireau, comme me le disait le camarade technicien au casque, c'est que c'est l'asperge du pauvre. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas très cher. Mais non. En saison notamment, et c'est délicieux. le moment d'en manger. Alors cette chronique, je vais l'éditer à plusieurs milliers d'exemplaires
exemplaire Oui, et je vais la diffuser très très largement en version papier pour que tout le monde se lance dans cette recette-là. Quant à vous, Églantine Émeillé, aujourd'hui, vous nous faites sortir en plein air. Qu'est-ce à dire? L'air pur, vivifiant de nos montagnes. Non. Et oui, nous allons nous occuper des skis parce que vous savez que pour se déplacer sur les sols enneigés, l'homme a conçu il y a plus de 6000 ans quand même un moyen de transport qui a connu un véritable boom dans les années 30. Ça tombe bien, on est en pleine saison, vous l'avez compris, donc nous allons parler de ces skis anciens. Chouette, alors vous allez nous raconter l'histoire? Évidemment. Avant de parler astuces de skieur, je vais partager avec vous quelques repères historiques absolument fondamentaux. L'homme de Cro-Magnon. Les plus vieux skis du monde, qui ont près de 4000 ans, ont été découverts en Norvège. Norvège où l'on pratique le ski, comme dans tous les pays scandinaves, depuis le Xe siècle, et où la première école a ouvert en 1881 dans la région de Télémark. En France, il va falloir attendre 1936 et l'avènement des congés payés pour que les sports d'hiver se démocratisent. Depuis, il y a un nombre incalculable de modèles de ski, toujours plus évolués, plus performants, qui a vu le jour, dont de nombreuses paires rejoignent chaque année les étals des brocanteurs. Et le Télémark, d'ailleurs, c'est un style de ski. Tout à fait. Ça vient de Norvège, je crois. Alors, ces skis anciens qu'on chine, est-ce qu'on peut encore les utiliser? Alors, en ce qui concerne les skis, en fait, il existe deux types de chineurs très distincts. Il y a ceux dont l'objectif, c'est de les utiliser sur les pistes en faisant des économies. Et les autres, nostalgiques, collectionneurs ou tout simplement attirés par de beaux objets. Exactement. On commence par les premiers. Ils sont intéressés par des skis, certes, qui ont déjà été utilisés, mais quand même pas trop anciens, sinon c'est impossible. Il s'agit quand même de ne pas se faire mal. Et les vrais chineurs, eux, vont chercher le ski qui leur racontera toute l'histoire du ski, qui vont leur servir en déco. Moi, j'aime bien le droit de 2,20 m, de 50 kg pièce. Les vieux trucs en bois, là. Ça, c'est assez charmant. Ce sont principalement ces skis-là qui datent d'avant 1950. Moi, je ne monterai pas dessus. Non, mais surtout pas. Ils sont en quel bois? Ils sont faits en bois de frêne. Alors, c'est vrai qu'ils sont très très jolis, avec une belle couleur ambrée, avec les fixations en cuir ou en métal. Et accrochés au mur, ils font une déco quand même très forte. Il faut un chalet autour. C'est ça. Mais bien, figurez-vous que non. Les brocanteurs ont vraiment remarqué ces dernières années une demande très forte, digne de Laetitia et de son imagination en matière de déco. Les gens achètent ces skis, même dépareillés. Mais non. Ils les fabriquent avec des porte-manteaux, des porte-serviettes, des cabanes à oiseaux, des porte-bouteilles, des étagères, des cadres de lit. On est largués. Moi, j'ai vu sur le net des utilisations de ces skis incroyables. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas, faites preuve d'imagination, utilisez vos marteaux, demandez à Laetitia et allez chiner. Et ne parlons pas des bâtons qui étaient en osier, souvenez-vous, avec des grosses lamelles en cuir et tout, les rondelles en cuir, formidable. C'est très très beau en plus. Alors, c'est quand même pas banal comme type de décoration. Moi, je trouve que ça doit être un peu lourdingue, non? Je suis d'accord, mais j'aime mieux, si vous voulez. Les skis, c'est une chose, mais pas de ski sans télécabine. Et comme en brocante, rien ne se perd, tout se vend. Et oui, vous pourrez trouver des cabines complètes des années 70 et 80. Des œufs. Mais oui, on met ça au milieu de son salon. Il y en a un qui les commercialise même. Mais c'est magnifique. Alors, évidemment, le poids est un peu plus élevé qu'une paire de skis. C'est quand même 500 kilos à peu près. Et ça se négocie aujourd'hui de quelques centaines d'euros à plus de 3000 euros. Ça va faire un effet dans votre jardin ou au milieu du salon. J'en ai vu à moitié ouvert pour faire un petit coin bar cocooning. Mais ça me fait rigoler, ça, pour le coup. Ça peut être extrêmement. Mais moi, j'en ai vu une orange absolument magnifique. J'ai pas la place dans mon salon, mais ça a de la gueule. Bon, écoutez, moi, ça m'a beaucoup plu, toutes ces chroniques. Demain, vous faites aussi bien, sans faute. D'accord, à demain. À demain, bonne journée. À demain.